Merci infiniment. Pour moi, évidemment, c'est un grand bonheur d'être ici. D'abord parce que je suis invité par ma chère collègue Géraldine, qui donc a encore un petit peu le fil à la patte vis-à-vis de l'université de Perpignan, à laquelle elle est rattachée. Et donc, son invitation me comble de joie, dans la mesure où ça me permet de retrouver la Nouvelle-Calédonie, beaucoup d'amis, et ensuite les membres de cette délégation scientifique qui constitue le panel de ce colloque, eh bien, me remplissent de joie, d'abord parce que j'y reconnais des amis et que j'en découvre d'autres. Donc, encore une fois, je suis très heureux. Et je suis très heureux aussi de voir des étudiants donc de l'Université de Nouvelle-Calédonie, car j'ai une grande amitié pour les étudiants auxquels je ne peux plus accéder puisque je suis à la retraite. Et donc, je n'ai pas la prétention de penser qu'ils lisent encore mes livres poussiéreux, et donc le seul moment où je peux avoir des contacts avec les étudiants, eh bien, c'est dans cette belle université. Je vais essayer d'aller assez vite parce que nous avons vu que le programme était très nourri et une partie de ma communication était consacrée, vous voyez, je parle déjà au passé, donc à des sujets qui ont déjà été largement abordés. Il s'agit essentiellement eh bien, de l'impact de Montego Bay sur la reconfiguration des espaces maritimes et des espaces océaniens. Donc j'avais prévu de rappeler cela, je veux le faire très vite avec des cartes, non pas pour redire ce qu'ont dit les autres, mais pour en mesurer à la fois les enjeux. Alors en particulier les communications qui ont été faites hier sur le plateau continental, sur son exploitation, les communications qui ont été faites sur l'existence de ces immenses zones économiques exclusives sont extrêmement importantes. Elles vont nourrir notre réflexion dans la mesure où effectivement, eh bien, nous verrons qu'elles vont déboucher sur une des problématiques sur laquelle je voudrais vous appeler, c'est-à-dire la création assez récente d'immenses aires marines protégées, dans le Pacifique en particulier, mais pas uniquement, pour essayer d'en voir quelle est la portée, le contenu et évidemment la signification géopolitique, car je crois qu'il y en a une. Alors, allons très vite. Donc, hier, nous avons vu que l'Océanie est d'abord constituée d'océans, et c'est un drôle de continent, un continent qui, en définitive, eh bien, est immense, constitue à peu près un tiers de la planète. Les chiffres vous ont été donnés en particulier par Madame Giraudot, le professeur Giraudot hier, je n'y insiste pas. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est vide. Voilà, en tout cas, la vision qu'en ont eu les Occidentaux, un espace vide. C'est donc la vacuité, en définitive, du Pacifique qui va déterminer une partie de son malheur et de ses malheurs. En effet, eh bien, ce continent qui a été découvert surtout à partir du XVIIIe siècle a constitué une sorte de terrain de jeu pour les Occidentaux qui ont considéré que, en fait, ce continent n'avait pas d'histoire, n'avait pas de droit, n'avait pas vraiment de population et était une sorte de terra incognita, mais que l'on pouvait se partager. Eh bien, évidemment, cela a débouché sur le phénomène de colonisation sur lequel on n'a pas encore assez insisté, mais qui a été évoqué hier, en particulier par M. Lagarde, qui a montré comment cet océan, qui était un océan d'échange de peuples entre guillemets autochtones, était devenu eh bien, le terrain de jeu des grandes puissances occidentales. Et alors là, vous voyez, ce petit exemple le montre. Bien avant que les zones économiques exclusives donc n'aient été inventées par la Convention de Montego Bay, eh bien déjà, vous voyez, l'océan se partage en zones d'influence. Là, il s'agit de savoir où sont les Allemands, qui évidemment, vous le savez, sont un peuple très ancien, évidemment, du Pacifique. Mais au niveau des Français, les Américains, les Britanniques. Cette carte est très significative de la façon dont on voit le Pacifique, donc, à cette époque. Et alors, évidemment, cette colonisation, c'est la colonisation de la mer, mais c'est une colonisation qui d'abord, et c'est fondamental, elle s'appuie sur la poussière d'îles qui existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mer s'il n'y a pas d'abord de possession terrestre, si petite soit-elle. Et c'est très important parce que nous allons voir qu'en réalité, les politiques se développent sur la mer, mais toujours à partir de terres, même si ces terres sont des terres que l'on peut considérer comme des poussières. N'oublions pas non plus que cette prise de possession du Pacifique, c'est d'ailleurs les termes qu'on utilise par exemple pour la Nouvelle-Calédonie, elle se fait avec un appareil militaire, puis un appareil industriel qui est considérable et qui va considérer que cet océan, en définitive, est vide d'hommes et d'histoire, mais il n'est pas vide de richesses et que de toute façon on peut les exploiter parce que, vu l'importance de l'océan, eh bien ces richesses devraient être en définitive infinies. Voilà là encore, vous voyez la façon dont se représente l'océan. Vous voyez, il n'y a pas encore de zone économique exclusive là, mais on voit bien des zones d'influence en définitive qui nous apparaissent.
Cette exploitation est une exploitation qui, bien que l'océan soit infini, très puissant, etc., est assez brutale. On le voit puisque l'exploitation des phosphates, qui a souvent été calamiteuse, donc montre bien qu'on a voulu racler jusqu'à l'os, en commençant par le guano, puis en détruisant la roche qui pouvait contenir quelques phosphates. C'était encore, évidemment, le développement des plantations de rente, qui ne correspondaient absolument pas aux besoins des populations. Ça a été aussi des politiques de peuplement, de main-d'œuvre, parce que les autochtones ne travaillaient pas assez ou pas assez bien, ou ne voulaient pas travailler, ou n'étaient pas au travail. En tout cas, c'est les préjugés qu'on en avait. Et puis aussi, regardez, ce qui est intéressant, les politiques de desserte. C'est-à-dire, tiens, c'est grand, c'est loin, on va faire péter quelques bombes et tout. Bon. Donc, la vision d'un espace desserte qui, évidemment, est important. Et puis après, maintenant, ce qui nous reste, c'est l'exploitation des tonidés par les grandes puissances. Très rapidement sur les ZEE, parce que vous voyez, j'ai déjà perdu pas mal de temps, la conférence de Montego Bay, évidemment, à l'approfondissement de la nationalisation de l'espace marin, elle est extrêmement importante. Et donc, Géraldine Giraudot, hier, en a parlé, il a évoqué le droit de la mer qui est fixé par, qui est fixé par la conférence de Montego Bay, mais qui n'est que le prolongement du très vieux mouvement de colonisation des espaces et des terres, c'est l'emprise croissante de l'État côtier sur l'espace maritime. Et la mondialisation marine bascule du droit maritime, qui était d'abord un droit de la liberté, vers un droit de la mer, qui là encore donc devient un droit d'abord de la souveraineté des États sur les espaces maritimes. Je vous fais grâce d'un dessin qui était d'ailleurs beaucoup plus explicite que celui-ci quant à la façon dont on calcule ces zonages étatiques, disons-le. Mais donc, j'ai utilisé le terme emprise, c'est le terme qu'utilisait Gilbert Apolis lorsque la première thèse sur Montego Bay a été publiée, qui est une thèse de Montpellier d'ailleurs. Le terme emprise, on ne parle pas de propriété, on parle de juridiction, on parle d'emprise, on parle d'influence de l'État côtier, et nous allons voir qu'elle prend des formes de plus en plus expansives, donc au fur et à mesure que nous. Continuons, attendez, là, voilà. Cette vue, vous l'avez déjà vue, c'est l'importance. Qu'est-ce que c'est cette affaire ouais. Attendez. Non, je ne peux pas examiner l'élément, je n'ai rien à faire. Voilà, ça y est. Votre périphérique, excusez-moi, mais en matière de technologie, voilà. Donc, surtout, c'est important de montrer l'importance relative de l'influence directe de l'État côtier sur cet espace. Mais attention, les espaces interstitiels qui ne sont pas des espaces en ZEE font déjà l'objet d'accords entre les États qui font que déjà les États y règnent dans une certaine mesure, les États côtiers qui sont périphériques à ces espaces donc de haute mer interstitielle, qui parfois sont très grands, hein, on peut considérer plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Et puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire toute la zone qui constitue cette haute mer et qui là est le terrain de jeu de grands États, etc. Là, dans le coin, vous avez Clipperton, là, nous allons en reparler. Continuons. Attendez. Oui, je viens. Et voilà un petit peu un schéma qui est intéressant parce que vous voyez le rapport qu'il existe entre les zones de grandes tonidés du Pacifique et l'emprise que peut avoir et l'importance que vont avoir les zones économiques exclusives sur cet espace sur lequel on a identifié les tonidés. Et vous voyez l'enjeu, là, très clair, que constitue pour la pêche industrielle en particulier ce genre de choses. Encore une fois, je vous montre, comment il s'appelle, donc Clipperton ici, qui est dans une zone qui est, en définitive, très peu étatisée et qui constitue ce qu'on pourrait appeler un point de zone économique tout à fait considérable. Évidemment, comme je le dis, 80% du stock mondial de thon se trouve menacé d'extinction et dans le Pacifique, on considère que le thon rouge a été exterminé à 90%, ce qui montre bien que là encore, les enjeux économiques de la pêche, de la grande pêche, de la pêche industrielle, nous en reparlerons, sont extrêmement importants pour la joie effectivement donc du commerce japonais des sushis et la joie évidemment organoleptique de nos propres bouches, bien entendu. Alors, Montego Bay a des effets d'aubaine dans le Pacifique, des effets d'aubaine en matière d'extension des juridictions, que vous pouvez voir rapidement. Hein. Quand on compare les surfaces émergées, évidemment, donc, aux surfaces de ZEE auxquelles peuvent prétendre et ont aujourd'hui ces États, on a évidemment quelque chose de considérable.
Mais la comparaison avec les populations est encore plus singulière, nous le verrons dans 2 ou 3 exemples. Vous voyez que donc avec 41 km², eh bien, on peut avoir 300 000 kilomètres carrés de zones économiques exclusives. Les effets domaines de Montego Bay sont aussi pour les pays développés, surtout si on ajoute les pays sous influence. Je parle de la Nouvelle-Zélande, ce sont nos grands amis, bien entendu, mais il faut reconnaître que, par exemple, les îles Cook sont sous une juridiction où l'influence, dans la Nouvelle-Zélande, reste extrêmement importante. Et au total, ce n'est pas juridique ce que je dis là, mais c'est géopolitique. Aujourd'hui, on peut dire que la Nouvelle-Zélande se trouve, comment dirais-je, à la tête, entre guillemets, de près de 9 millions de kilomètres carrés de ZEE, ce qui la rapproche de la France, qui peut-être même la fait passer devant, mais sur d'autres critères que nous allons examiner. Voilà un exemple aussi intéressant, l'archipel des Gilbert, Phoenix et Line, qui est l'archipel des Kiribati, où nous avons 3 millions de kilomètres carrés, ça c'est important évidemment, qui sont séparés d'ailleurs les uns des autres, et qui ont 90 000 habitants, qui ne sont répartis que sur 800 km² de terre immergée. Donc on le voit, on voit déjà la disproportion qui peut exister entre la terre émergée, la puissance démographique de ces pays, et ce qu'a ouvert comme perspective dans une zone économique exclusive, donc la conférence de Montego Bay. C'est extrêmement intéressant. Et phénomène aussi, évidemment, pour les États-Unis, mais regardez bien cette carte, vous allez la comparer à la France et vous allez voir à quel point la France se trouve avec un talon d'Achille, que nous allons souligner, par rapport aux États-Unis. Les États-Unis ont la plus grande zone économique exclusive, mais vous voyez sa compacité. Elle se rassemble autour, évidemment, donc, de l'Alaska, évidemment des côtes américaines proprement dites, même si les dépendances pacifiques sont extrêmement importantes. Par comparaison, regardez la dispersion de la zone économique exclusive de la France, ce qui évidemment nous fait dire que nous sommes partout, mais quand on est partout, on est parfois nulle part. Et c'est peut-être aussi un des problèmes qui va se poser à notre pays. Alors on le voit bien, on voit l'importance que constitue ne serait-ce que la Polynésie française et Clipperton par rapport effectivement à la puissance maritime française. Alors justement, on utilise ce terme, la France est la seconde puissance maritime du monde, en superficie. Mais nous verrons que ce n'est peut-être pas le seul critère qu'il faille utiliser quant au fait de savoir comment on a une véritable puissance maritime. Grande dispersion et ses moyens à la mer, c'est-à-dire ses capacités, effectivement, à exercer son emprise, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, quels sont-ils? Sont-ils à la mesure, justement, voilà. Est-ce que nous n'avons pas les yeux plus gros que le ventre, comme on dit vulgairement dans le Midi? Par comparaison, regardons la Chine. La Chine n'a officiellement, même si elle en revendique 1 million de plus, que 2 millions puis 300 000 km², c'est-à-dire même pas le quart de ce qu'a la France. Mais c'est une grande puissance maritime. Pourquoi? Parce qu'elle a 600 navires industriels. Par comparaison, la France a 195 navires de plus de 24 mètres. Et croyez-moi, la plupart des navires de plus de 24 mètres ne peuvent pas être considérés comme des navires de pêche industrielle. Très très loin de là. Donc on le voit, la capacité qu'a la Chine à projeter des milliers, des centaines de navires, donc lui donne véritablement, sans qu'elle ait une zone économique exclusive considérable, et la sienne est particulièrement compacte, puisque même celle qui est revendiquée se situe à proximité de ces côte métropolitaine, on va dire, eh bien là, nous avons affaire à une grande puissance maritime, c'est incontestable. Voyons notre comparaison, c'est les Kiribati, 3 millions de kilomètres carrés pour 90 000 habitants répartis sur 850 km de terre émergée. Sa tentative de créer une flotte tonnière industrielle qui soit à la mesure de sa ZEE a échoué, malgré des grandes aides internationales qui ont dit on va faire des bateaux, on va vous les donner, on va vous les payer, vous allez les amortir, etc. Ça n'a jamais marché. Mais ne sourions pas de nos amis des Kiribati. À Tahiti, ça a été exactement la même chose. On a tenté à plusieurs reprises de créer une flotte industrielle tonnière, donc en Polynésie française. Ça n'a jamais marché. Ça a été une suite de déboires et tout, de faillites, etc. Bon. Ce qui montre bien que c'est plus difficile que ce que l'on croit de créer un outil industriel. Or, l'outil industriel, c'est l'outil présentiel, je reviendrai sur ce mot, en matière de zone économique exclusive. Alors, question des moyens à la mer, là j'ai fait une petite comparaison, il y a quelques années, j'avais regardé un petit peu la doc, qu'est-ce qu'on avait. Il y a deux types de moyens à la mer, les moyens militaires d'abord,
Alors évidemment, la France ne peut pas se comparer avec le Charles de Gaulle, avec le nombre impressionnant de moyens militaires à la mer. Mais ce qu'il y a d'intéressant surtout de voir, c'est que en réalité, les moyens militaires à la mer de la France ne sont pas répartis sur l'outre-mer. Sur l'outre-mer, il y a seulement 2 navires conséquents, un dans l'océan Indien et un donc pour le Pacifique, pour surveiller ces millions de kilomètres carrés. Et donc les moyens à la mer, je parle des moyens militaires, sont quand même assez limités. Vous le voyez là, je vous montre ce budget que j'étais allé fouiller dans toutes les archives. C'est assez intéressant de voir que nous ne sommes pas même à hauteur de 5% de ce que les Américains sont capables de déployer pour leurs 11 000 km² comme nous, et dispersés pour ce qui nous concerne. Moi, il y a la mer de police, là. Alors, je me rappelle, c'était un Sarko, on avait dit on va faire une Coast Guard à la française et tout. En fait, on a réuni les moyens, en définitive, de la gendarmerie maritime donc, et de la douane. Ça lui donnait beaucoup plus de moyens, mais c'est 2300 hommes. Et par comparaison, on le voit au niveau des Américains, c'est 44 000 hommes. Pour surveiller des côtes qui ne sont pas dispersées, là encore, ou qui le sont beaucoup moins. On le voit donc, quand on parle de puissance maritime, il faut aussi avoir ces chiffres à l'esprit. Puissance maritime, d'accord. Immensité des ZE, d'accord. Mais quelles sont nos capacités de mise en œuvre et d'exploitation? Voilà un petit peu ce que l'on peut dire. Alors, l'exemple topique que l'on donne, c'est Clipperton. Clipperton, nous sommes évidemment très éloignés et tout, qui se situe à des milliers de kilomètres de Tahiti, quoi qu'il fasse partie de la juridiction polynésienne. Mais Clipperton, incapacité véritablement de la France à l'occuper et à en faire une zone qui soit une zone véritablement habitable. Et donc aujourd'hui, comme la revendication du Mexique, pour des raisons que l'on appelle présentielles, sur lesquelles je viendrai, était de dire que Clipperton était mexicain, eh bien la France, voyant qu'elle ne pouvait pas véritablement occuper cet îlot, eh bien elle a dit, écoutez, exercez le droit de pêche, je vous l'accorde. Et le Mexique a dit d'accord. Ce qui fait qu'il a reconnu implicitement que la France, effectivement, était souveraine sur Clipperton, mais que c'était elle qui pouvait l'exploiter sans aucune contrepartie, et donc les richesses, et en particulier les richesses tonnières. Vous voyez donc là, Clipperton est vraiment l'exemple donc d'une souveraineté qu'il est difficile évidemment de mettre en œuvre. Alors, j'en arrive effectivement maintenant aux aires marines protégées, qui sont le sujet que je qualifierais d'extension de la souveraineté grâce aux aires marines protégées. Alors, la version officielle, c'est qu'il faut protéger les océans. L'origine, c'est, comment dirais-je, la conférence donc de 92 sur excusez-moi là, je perds un petit peu les pédales. C'était la conférence sur la biodiversité et qui a incité les États à mettre en œuvre des grandes aires marines protégées. Et on peut dire que ça a été pour la France un petit peu long au démarrage que de faire des aires marines protégées. On va en voir pourquoi. Et dans les arrière-pensées souverainistes, il y a ce que l'on appelle les théories présentielles. En fait, les États les plus puissants au niveau maritime disent, mais tout ce qui est proche de l'État côtier, qui est le plus, comment dirais-je, le plus voisin du problème, eh bien, c'est en fait sous une juridiction. C'est sous une juridiction partielle, évidemment, de cet État. Alors en particulier, la revendication venue du Chili, elle est venue également du Brésil. Le Brésil arguant que l'immensité de l'Amazone, qui était sous sa juridiction terrestre, l'autorisait à avoir comme prétention une immensité présentielle, comment dirais-je, maritime, qui soit à la même mesure. Et c'est ce qu'on appelle donc la fameuse Amazone bleue, qui aurait plusieurs millions de kilomètres carrés sur lesquels le Brésil donc a voulu exercer son emprise. Alors évidemment, la conférence ne prévoyait pas cette situation et sur le plan du droit positif, rien ne s'est produit à cet égard et il n'est pas reconnu l'Amazone bleue comme en quoi que ce soit. Mais on voit bien qu'il y a de la part des États les plus puissants l'envie d'étendre au-delà des ZEE son influence. On l'a vu également hier pour ce qui concerne l'extension donc des revendications et des droits sur les plateaux continentaux. C'est pareil, l'État veut étendre un petit peu son influence et montrer qu'il est là. Mais là, on le voit avec Clipperton que cette possession, entre guillemets, ne donne pas lieu en définitive à l'exercice d'une véritable souveraineté. Alors, autre phénomène qui nous est apparu, c'est le développement des
ce que l'on appelle les grandes aires protégées à grande échelle, que nous avons appelées les GRAMP, dans un ouvrage que nous avons réalisé avec nos collègues du CRIOB et avec un certain nombre de contributeurs. Matteo Abrambrige en particulier avait documenté un certain nombre de ces éléments, et avec des biologistes qui ont bien voulu nous accompagner là-dedans. On s'est rendu compte qu'effectivement, on avait une tendance lourde à déclarer comme aire marine protégée des milliers et des milliers de kilomètres carrés. Voilà un petit peu la liste. N'en prenez pas connaissance, mais regardez que c'est principalement, et c'est en noir, dans le domaine pacifique que nous avons de très grandes aires marines protégées. Et vous voyez que nous commençons à partir de 2006 jusqu'à 2017. En 10 ans, il y a eu une extension considérable sur le nombre de très grandes aires marines protégées. Voici la carte de ces très grandes aires marines protégées. Vous reconnaissez bien sûr le parc naturel de la mer de Corail, qui a été annoncé d'ailleurs par monsieur le secrétaire général du Haut-Commissariat comme étant une grande victoire environnementale, etc. Mais vous en reconnaissez d'autres également. Et de l'autre côté, voilà, toujours Clipperton, là-haut, et deux grands parcs marins très, très, très importants. Alors voilà un petit peu l'évolution que l'on dit. Regardez, nous aurons bientôt 25 à 30% d'océans protégés. Protégés, vous avez dit protégés. Oui, en effet, il y a des arguments conservationnistes qui disent que plus ce sera grand, moins ça coûtera cher de protéger. Plus on pourra... il faut de toute façon avoir une vision conservationniste qui fait que là où l'homme n'a pas touché, il faut s'y mettre le plus rapidement possible. Et effectivement, il faut protéger là où l'influence anthropique n'a pas existé pour avoir en quelque sorte une nature témoin qui n'existera plus d'ici très peu de temps. Pourquoi des grandes influences? D'abord, c'est les grandes influences des ONG américaines. Vous avez Pew Charitable Trust qui constitue un grand lobbyiste donc des grandes aires marines protégées. Il y a le Blue Ocean qui est une ONG qui réunit les grandes aires marines protégées qui font plus de 100 000 km². Et puis surtout, vous avez les universités affiliées à la NOAA, qui est la grande agence américaine donc des océans, et l'UICN, LW, qui militent pour de très très grandes aires marines protégées. Et puis, le groupe social des scientifiques, qui a intérêt à ce que, en définitive, un terrain de jeu, en quelque sorte, un terrain d'exercice, se développe et leur permette de développer cela avec une propagande scientifique qui accompagne ce besoin très important. Les problèmes liés au GRAMP, c'est d'abord les problèmes de gouvernance, qui sont très importants. On se rend compte que ces GRAMP, en définitive, on ne sait pas trop qui décide. Il y a un pataquès, entre guillemets, entre le niveau local, le niveau national. On sait que ce sont souvent des décisions unilatérales et centralisées qui ont créé ces très grandes aires marines protégées. Il y a un problème de normativité. J'avais écrit un article qui disait « La taille est inversement proportionnelle à la normativité de l'aire marine protégée ». C'est-à-dire que, par exemple, j'avais comparé la réserve de Banyuls, qui fait 1 km², où il y a une réglementation très précise et un contrôle important, à de très grandes aires marines protégées comme celle des Kiribati, où il n'y a pratiquement aucun contrôle. Et donc, c'est le problème des parcs de papier et de l'effectivité de la protection des AMP qui pose problème. Et l'exemple des Kiribati et des îles Cook nous montre bien que nous avons des affichages, mais nous n'avons pas une protection effective, ce qui peut être plus dangereux en définitive que de ne rien dire de tout sur cette question. Alors, j'ai parlé des théories de la mer présentielle, c'est-à-dire la capacité de police sur ces espaces, évidemment, est un problème tout à fait fondamental. Protéger ne serait-ce que 1000 km² de mer, c'est extrêmement difficile. Des millions de kilomètres carrés, ça peut paraître quelque chose donc, de tout à fait important. Là, je montre ça comme exemple. Les îles Cook qui disent « je protège la moitié », puis on va à Marrakech, on dit « on protégera la totalité de notre ZEE ». Mais la France n'a pas de leçon à donner, c'est celle qu'elle a fait, évidemment, pour le parc marin de la mer de Corail, dont on a parlé rapidement. Rapidement, on voit bien les difficultés que la France a donc à mettre en œuvre une politique d'aires marines protégées qui soit extrêmement ambitieuse et qui soit... oui, d'accord, voilà. Et donc, on va renvoyer à des questions, et je termine en 2 mots. La France a 2 types de difficultés en matière de, d'aires marines protégées, que nous avons beaucoup étudiées, on a énormément de données, je ne vais pas vous fatiguer avec cela. C'est tout d'abord convaincre les collectivités d'outre-mer de s'engager là-dedans. Et elle a eu de grosses difficultés à le faire, donc, avec la Nouvelle-Calédonie, qui a dit...
Le parc marin, ça va parce que ce n'est pas vraiment une aire marine protégée. C'est une aire marine gérée, en fait. Voilà. Et les déclarations des politiques vont tout à fait dans ce sens. Il en est de même, d'ailleurs, pour Tahiti, où l'Agence des aires marines protégées a les mêmes difficultés. L'autre problème qui se pose, mais qu'évoquera peut-être, j'ai pas eu le temps de le faire, je m'en excuse, mon cher Ghislain, c'est les droits des peuples autochtones sur ces espaces et sur ces richesses. Parce qu'il semble bien qu'effectivement, il y a une sorte de confiscation de ce que l'on appelle les politiques publiques d'aires marines protégées entre les mains soit des gouvernants pour des raisons propagandistes en disant je protège, je suis le bon élève de la protection, soit des nouveaux lobbies qui sont les lobbies de la protection ou des scientifiques qui constituent un groupe social particulier. Mais je n'ai pas le temps de l'aborder, mais vous aurez le temps de m'en poser des questions. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été trop long.